Et oui, parce qu'évidemment, on ne peut pas ne pas parler sans ce congrès HLM de cette crise des Gilets jaunes qui a secoué, qui secoue encore d'ailleurs notre pays. Évidemment, le logement est au cœur de la vie des gens. Les difficultés sont multiples, les risques de fracture territoriale sont bien réels, on le sent. On va essayer de voir ensemble comment les organismes se mobilisent, comment ils peuvent peut-être éviter ces ruptures entre les territoires. Et je vais demander aux participants à cette table ronde de bien vouloir me rejoindre, à savoir Pascal Barbotin, Muriel Boulmier, Céline Dourdan, Sophie Lafenêtre, Laurent Laurillard, Patrice Roch et François Schmitt qui vont prendre place sur cette tribune et dans ces fauteuils. En attendant, évidemment, nous allons, le temps qu'il se place, je vous propose de regarder ces quelques images. Prêt à tenir plusieurs jours, quelle annonce du gouvernement les convaincrait d'arrêter? Pauline Lefrançois et Philippe Fontalba sont allés leur poser la question dans la région d'Avignon, qui a été l'une des plus actives. Regardez. Ils ont voulu rester campés nombreux hier soir pour tenir leur position comme un symbole. Il faudrait qu'on aille à l'entrée d'autoroute et laisser les ambulanciers tout ça passer. À Avignon, ce rond-point est resté bloqué dans la soirée. Nous montrons un message fort au gouvernement, c'est que nous ne lâchons pas. Le jour comme la nuit, nous sommes là et nous resterons le temps nécessaire. Le mouvement ne veut pas faiblir dans le Vaucluse. Les actions de blocage ont repris ce matin avec de nouveaux manifestants, comme cette famille venue avec ses 2 enfants. Hier il a plu, du coup on n'a pas pu venir. Mais là on est là et on va y rester un petit peu de temps et autant on reviendra cet après-midi, après la sieste. On est là, on fait ce qu'on peut, mais dans quoi elles vont vivre plus tard quoi. Enfin, si nous déjà on galère, ça va être pire plus tard. Voilà, on est là pour montrer qu'on n'est pas content. Et c'est la hausse des taxes qui réunit encore ces gilets jaunes ce dimanche, mais pas seulement. Nous, c'est pas uniquement le prix du carburant, hein, c'est tout ce qui va. En fait, c'est tout ce qui se passe en ce moment là. Le contrôle technique, les 80 km/h sur la route. Plus qu'un geste d'Emmanuel Macron, ils attendent des mesures concrètes et immédiates. Qui nous remettent un peu tout à niveau. Parce que là, quand on voit les matières premières, comme le lait, le sucre, le beurre, tout augmente. Et nous, on fait comment? Tout la baisse de toutes les taxes, qui suppriment les nouvelles taxes qui ont été annoncées au 1er janvier. Et ça, voilà, déjà là, ça pourrait déjà un peu nous ralentir. Certains demandent même la dissolution de l'Assemblée nationale. Une revendication de plus en plus assumée chez les Vauclusiens. Ils ne se sentent plus représentés par les députés élus. Voilà, parole de Gilets jaunes. Je vais vous présenter les personnes et les présenter un peu mieux, celles qui ont pris place sur cette scène. Normalement, ils étaient de gauche à droite, mais ils se sont installés un peu où ils pouvaient, et c'est pas bien grave. Elles vont juste lever la main pour qu'on les reconnaisse bien. Pascal Barbotin, vous êtes directeur général de Patrimoine SA Languedocienne et du groupe Midi Habitat. Muriel Boulmier, vous êtes ici, présidente de l'Union régionale HLM Nouvelle-Aquitaine. Précisons-le, c'est peut-être important, vous êtes également une élue locale à Agen, directrice générale de Siliopé Habitat, c'est une SH. Céline Dourdan, qui est la directrice générale d'Essonne Habitat. Sophie Lafenêtre, directrice générale de l'EPF Occitanie, l'établissement public foncier. Laurent Laurillard, qui est là-bas dans le fond, directeur général de France-Loire. Patrice Roch, directeur général de Seine-Saint-Denis Habitat. Et enfin, François Schmitt, qui est administrateur à l'association Force Ouvrière Consommateur, la FOC. Première question peut-être un peu ouverte. Pascal Barbotin, on va commencer avec vous. La crise des Gilets jaunes doit interpeller les bailleurs sociaux? Alors, si vous me répondez non, on termine la table ronde tout de suite. Hein, donc, c'est peut-être pas doit-elle interpeller, c'est comment est-ce que finalement elle l'interpelle? Bon, je vais répondre oui alors. Non, mais bien sûr qu'elle interpelle. Elle interpelle dans la manifestation des Gilets jaunes, qui sont aussi la manifestation des habitants des quartiers, des villes, et effectivement, pour une grande part, nos locataires. Après, je pense que la manifestation des Gilets jaunes, elle interpelle différemment dans les villes moyennes ou dans les quartiers. Sur le thème de la table ronde, qui est le sentiment d'abandon, je pense qu'il y a des différences aujourd'hui entre le sentiment d'abandon que manifestent les Gilets jaunes, on l'a vu dans le petit reportage à l'instant, et puis dans les quartiers où c'est plus du ressort de la déclassification des quartiers.
Il s'y passe beaucoup de choses dans les quartiers des grandes villes. Et la preuve en est, c'est que le mouvement des Gilets jaunes a peiné à mobiliser les locataires des grands quartiers dans les grandes métropoles. Parce que je crois que la problématique n'est pas tout à fait la même entre le sentiment d'abandon gilet jaune qui est finalement la réduction des services publics et puis ceux des quartiers qui sont des thèmes peut-être au-delà, hein, il y a peut-être un lien, qui sont des thèmes sur l'éducation, la formation, l'emploi et la sécurité. Et donc je pense qu'il y a une petite analyse différenciée à faire, mais bien entendu que ce mouvement interpelle tout le monde. Muriel Boulmier, comment ça l'interpelle, ce mouvement? Ça n'a pas interpellé directement ni les entreprises, ni les bailleurs sociaux. En revanche, ça a été... Vous n'avez pas été mise en accusation, c'est ça que vous voulez dire? Oui, mais ça, c'est important, parce que ça nous donne toute la liberté de répondre. Parce que, en revanche, nous sommes solidaires avec ceux qui habitent notre patrimoine, qui sont des habitants qui, à un moment donné, n'ont pas trouvé leur place dans les centres-villes et sont allés dans les périphéries des villes moyennes en ce qui me concerne, puisque je suis plus territoire rural. Oui. Et alors ceux-là même à qui on a dit, allez, achetez donc 2 petites voitures diesel, ce sera bien, eh bien, ils se retrouvent tout d'un coup privés de pouvoir d'achat, ils se retrouvent dans le même temps montrés du doigt parce que pollueurs, et ils sont en même temps, ils sont une réaction, enfin ils étaient pour la première période. Vous me permettrez de ne pas avoir la même analyse pour les périodes qui ont suivi. Mais enfin, oui, parce que ce que vous m'avez dit, finalement, ce qui se passe, autant le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement très important, très essentiel, autant ce qui se passe aujourd'hui n'a plus rien à voir. Je trouve que ça nous intéresse moins. Enfin, non, mais attendez, vous avez le droit de le dire. Hein, ce que j'ai observé, si vous voulez, c'est que c'était un mouvement spontané et pragmatique. Il n'a jamais été dogmatique et c'est pour ça que nous n'avons pas été les uns et les autres interpellés. Ce qu'il disait en vérité, c'est les politiques publiques, eh bien, nous sommes dans l'angle mort de toutes les politiques publiques. Et c'est ça qu'ils ont voulu dire. Alors, vous savez, c'est l'histoire des classes moyennes oubliées, enfin, tout ce que disait Pascal tout à l'heure, et puis tout ce que j'ai entendu depuis ce matin. Mais ça, c'est l'histoire de notre propre solidarité. Et donc, il est bien normal à ce moment-là que nous ayons des réponses, même si nous ne sommes pas interpellés. Et c'est en ça que nous avons un caractère assez universel dans les familles qui nous composent, parce qu'on ne peut pas imaginer que la seule réponse soit évidemment le logement locatif. Il faut passer par l'accession à la propriété. J'entendais le président Borde tout à l'heure dire mais et le PTZ et l'aide à l'accession, c'est un vrai sujet. Et donc, on ne peut pas prôner la mixité, le vivre ensemble, tous ces mots qui font joli, et puis tout d'un coup se dire, eh bien, allez, il y a des territoires oubliés, les territoires ruraux en font partie, et puis dans les solutions que l'on abordera tout à l'heure, je vous dirai ce que je vois pour des politiques publiques pour rattraper le retard. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, je n'en sais rien. Et puis ce que nous pouvons faire parce que nous sommes des gens de terrain. Céline Dourdan, je vous passe la parole, mais j'ai oublié de vous dire un truc super important. Vous pouvez évidemment réagir, poser des questions. Vous avez un numéro SMS, il s'affiche en général, oui, il va s'afficher sur les écrans. Sinon, c'est le 07 57 91 19 71. Via ce numéro, vous pouvez écrire des questions et moi, je fais votre porte-parole à cette tribune. Céline Dourdan, même question finalement que précédemment. Comment est-ce qu'il interpelle ce mouvement des HLM, ce mouvement des Gilets jaunes? Nous, moi personnellement, et puis mon conseil d'administration, nous avons été interpellés par les Gilets jaunes. Je crois qu'il faut qu'on se pose des questions, c'est certainement une alerte. On a du patrimoine en fait qui présente une précarité de plus en plus importante. On le voit dans les nouveaux entrants, avec des problématiques de fragilité économique et fragilité sociale. Et on se rend compte que ces fragilités se concentrent de manière inquiétante et plus importante, notamment en quartier prioritaire de la ville. Alors, nous, on a du patrimoine. D'abord, on est une coopérative, donc on est très attaché justement au bien vivre de nos locataires.
Et on s'inquiète au jour d'aujourd'hui des différents phénomènes. Et moi, j'aurais voulu surtout axer, on a pas mal de patrimoine en quartier prioritaire de la ville, et on se rend compte en fait que ce sont souvent les plus vulnérables qui sont les plus touchés par les crises et par les mutations qu'on va traverser. Et notre devoir, c'est bien sûr de construire, d'être actif, de réhabiliter, mais aussi d'accompagner en fait nos locataires occupants et d'imaginer quelque chose de nouveau. On parlait du modèle HLM français. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il faut s'obliger à voir le monde HLM différemment et à innover. Alors, nous, on a des cas. On a fait beaucoup d'opérations en QPV, en démolition, grâce à l'ANRU 1, qui nous a accompagnés financièrement, parce que c'est des coûts très importants pour une société HLM comme la nôtre. Et donc, c'est radical. C'est-à-dire que quand on démolit, finalement, on règle une problématique, trafic de drogue, insécurité, trafic d'armes. Et quelque part, on démolit, on reconstitue de manière équilibrée sur le territoire en UCRU. Donc on se dit qu'on a fait notre travail. Mais derrière, il y a des hommes et des femmes. Et nous, on se rend compte que dans les opérations de démolition et dans les opérations de relogement, il y a un attachement au quartier. Il y a un enracinement. Et quelque part, c'est compliqué pour eux d'aller et de s'approprier un projet en rue où ils doivent partir pour que le quartier aille mieux. Alors, moi, je suis favorable, heureusement qu'on a eu l'ANRU 1, ça nous a réglé pas mal de problématiques, mais là où les finances sont beaucoup plus réduites, on voit l'ANRU 2 finance beaucoup moins les démolitions. Moi, j'ai un sujet intéressant dont je vous parlerai tout à l'heure, où on a essayé d'imaginer quelque chose de nouveau et respectueux pour nos habitants, parce que je pense que, pour pas qu'il y ait de révolte, quelque part, c'est des choses qui sommeillent. Ce qui s'est passé, en fait, c'est un réveil, quelque part. Les habitants ont voulu réagir, et je crois que... voilà, j'en parlerai tout à l'heure. Mais on va en parler tout à l'heure, parce qu'évidemment, on va parler des solutions, de ce que vous préconisez, de la façon dont vous voyez l'évolution des choses, mais partons quand même du constat, et passons la parole à Laurent Lorillard, directeur général de François, je le disais, donc spécialiste des zones... détendues, comme on les appelle, ces zones où finalement ce mouvement des Gilets jaunes, il a été le plus actif. Vous vous sentez une part de responsabilité dans l'arrivée de ce mouvement ? Je pense qu'il y a une part de responsabilité publique, effectivement, dans l'arrivée de ce mouvement. Les opérateurs du logement social sont bien placés pour identifier ce type de phénomène. Et je crois qu'il y avait des signaux, qui n'étaient pas des signaux faibles, qui sont apparus avant la crise. Des signaux lourds, j'en perçois au moins deux. Il y a une perte d'attractivité de certains territoires par rapport à d'autres, dont on parle depuis quelques années, mais qui sont ancrés dans nos territoires depuis aujourd'hui une vingtaine d'années. Ça modifie considérablement l'attractivité du parc de logement dans les territoires détendus par rapport à des territoires plus privilégiés. Ça baisse le confort de ces logements, ça assigne à résidence des locataires dans des bars et des tours obsolètes parce qu'il n'y a plus de construction neuve, la construction s'opère ailleurs. Donc tout ça, ce sont des phénomènes qu'on signale depuis des années. C'est parce que vous ne construisez plus assez dans les zones détendues que, à votre avis, ce type de problème, ça a contribué à faire naître ce type de problème ? Tout simplement, les pouvoirs publics développent une logique qui est quasiment imparable, c'est-à-dire qu'on va construire des logements là où il y a des besoins de logement. Donc dans les territoires... Ah là, ça paraît pas complètement délirant en même temps. Ça paraît pas délirant du tout. Ouais. C'est ça le problème. C'est qu'on ne s'aperçoit pas du contre-effet de cette politique 20 ans après. C'est à force de plus construire sur ces territoires-là, plutôt que de démolir et de reconstruire du neuf, on ne construit plus. Et ces territoires-là ne se régénèrent plus. On n'a plus d'habitat aujourd'hui d'un niveau de confort que celui qu'on peut constater dans des territoires plus tendus. Donc ça, c'est un vrai problème qui est constaté sur le terrain. Nos locataires nous le disent, on le mesure, et c'est l'un des premiers ferments de la crise qu'on a vu. Et puis un deuxième aspect, je me rapproche plus des territoires un peu plus tendus, des métropoles, où nous sommes bien placés pour constater qu'on assiste à une gentrification depuis plusieurs années de ces métropoles, avec une population aisée qui peuple les centres-villes et qui cohabite avec le logement social. Heureusement que le logement social est là d'ailleurs, pour que cette cohabitation puisse se maintenir. Mais toute la population moyenne, celle qui classiquement était la cible de l'accession sociale à la propriété de nos coopératives, est partie sur l'extérieur, nous l'avons tous constaté, et ça fait plus société. Quand dans des villes, il y a deux populations qui coexistent et que la troisième partie a dû s'exporter en dehors des frontières, ça ne fait plus société, et c'est un ferment, à mon avis, important qu'on aurait dû détecter. Patrice Roch, c'est intéressant que vous soyez juste à côté de Laurent Lorillard, parce que finalement, là, c'est l'inverse, spécialiste des zones détendues. Vous êtes en zone tendue, hautement tendue, directeur général de Seine-Saint-Denis Habitat. Finalement, on s'est aperçu que,
en Seine-Saint-Denis en particulier, mais d'une manière générale, dans la périphérie des grandes métropoles, ce mouvement des Gilets jaunes avait été moins aigu qu'en zone détendue. Pour quelles raisons, finalement? Eh bien, figurez-vous qu'on se pose nous aussi la question. On l'a posé même à des chercheurs. Il y a le centre Émile Durkheim à Bordeaux qui a fait beaucoup d'articles publiés dans Le Monde avec des sociologues qui se sont intéressés à la question du profil des Gilets jaunes et qui était et pourquoi dans certaines régions ils se mobilisaient et pas dans d'autres. Et eux-mêmes se posent la question. Donc j'ai décidé qu'on allait prendre 2 stagiaires en master de ce centre du CNRS et qu'on allait leur donner l'accès de nos logements pour aller directement poser la question à nos locataires parce que c'est comme ça que ça nous interpelle en premier lieu. C'est pourquoi y a-t-il pas, alors que... Moi j'ai une réponse à vous donner. Si vous faites les réponses aussi et les questions... Et puisque vous faites les questions, on pourrait dire parce que finalement, le logement social a rempli sa mission. C'est vrai. Et que finalement, vous avez empêché l'explosion. Est-ce que il y a une partie de vérité dans ce que vous dites, mais c'est un peu court. C'est vrai que le prix du loyer en mètre carré, par mètre carré en Ile-de-France, il est 18 €. Nous, on loue le logement en moyenne à 5,20 €. Donc l'écart par rapport au privé, il est évidemment un bouclier par rapport à des régions où le logement social flirte les prix du privé et où par ailleurs on a une crise du modèle d'aménagement avec un émiettement de la ville dans les campagnes, des distances de plus en plus longues, le modèle du pavillon individuel avec le jardin éparpillé dans la campagne. Et quand arrive de front un discours sur la métropolisation avec les gagnants qui sont là, et sous-entendu les perdants dans les campagnes, qu'en même temps vous avez une désertification des services publics, une désindustrialisation des campagnes, et que tout d'un coup on vous met une taxe sur l'essence, les gens se sentent non seulement exclus de la France qui gagne, mais en plus assignés à résidence. Donc ça éclate sur les ronds-points de la France moyenne, périurbaine, des petites villes, et pas en Seine-Saint-Denis. Donc c'est clairement pour nous... Et pourtant on dit que vous êtes une zone d'exclusion. Mais oui, on est une zone... On vous montre du doigt. On est une zone... à longueur de temps. On est une zone de très grande inclusion puisque nous sommes dans la région la plus riche de France et une des plus riches d'Europe, mais il y a évidemment des zones d'exclusion très fortes au sein de cette région. Et un des drames des habitants de Seine-Saint-Denis, c'est qu'ils sont exclus des emplois qu'ils voient à leur porte. Pour autant, ils n'ont pas le profil des Gilets jaunes qu'on a vus sur les ronds-points de province, parce que c'est d'abord un mouvement de gens qui travaillent, et nous, on a des taux de chômage très forts. C'est des gens qui utilisent beaucoup leur voiture, et nous, à 55%, les habitants d'Île-de-France utilisent les transports en commun. Et puis, je crois que, oui, on a ces écarts au privé qui font que tout d'un coup, ce qui les a frappés durement dans les campagnes ne les a pas frappés aussi durement dans les villes. Vous êtes dans une métropole. Ce que je voudrais vérifier avec ces chercheurs, c'est que on a beaucoup. Il y a eu une étude qui est parue récemment. Monsieur Cohen, qui est très connu, a fait paraître une étude pour dire que finalement. Daniel. Pardon. Lequel Cohen? Daniel. Daniel, oui. Qui a dit finalement, ce qui est important dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est la confiance que les gens ont entre eux, avec une forte sociabilité à certains endroits et pas à d'autres. Moi, je ne sais pas si aujourd'hui nos habitants, ils sont à ce point résignés, fatalistes, désocialisés, ou au contraire, si dans les cités, il y a un lien plus fort que dans certaines campagnes entre personnes, et si les cités ne jouent pas, en quelque sorte, un rôle un peu plus protecteur que dans les campagnes. Donc on va aller vérifier ça pour comprendre un peu mieux pourquoi ils ne se sont pas mobilisés. Voilà, les questions commencent à arriver par SMS. Première question, je vous la livre comme ça, mais vous en parliez. Pourquoi les démolitions? Pourquoi il n'y a pas de concertation avec les associations de locataires? Vous répondrez peut-être ou pas. On a entendu les bailleurs là, sur leurs sentiments sur ce mouvement des Gilets jaunes. Je voudrais me tourner vers vous, Sophie Lafnêtre. C'est intéressant d'avoir votre point de vue. Vous avez entendu ce qu'ont dit les autres. Vous êtes dans une région, l'Occitanie, avec des besoins qui sont très différents d'un endroit à un autre. On ne sait pas s'il y a une politique très cohérente. Comment est-ce que vous recevez les deux derniers discours de François et de Seine-Saint-Denis Habitat? Moi, je rejoins assez les présentations qui sont faites, parce que cette crise, qu'elle avait de spécifique, c'est qu'on n'était pas dans le cadre d'un mouvement, dans le cadre d'entreprise, on était vraiment sur des revendications, sur une dégradation du cadre de vie au quotidien. Et donc, du pouvoir d'achat. Et donc, forcément, on est interpellé sur les questions de logement, parce que le logement a une place très importante sur la question du pouvoir d'achat. Et à la fois,
c'est vrai que le logement social, le logement n'est pas la chose qui est sortie le plus fort dans les débats qui ont été menés. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une présence territoriale. C'est-à-dire que dans le logement social, déjà, on a des gens à qui parler. Les occupants ont des référents. En tout cas, les bailleurs sont présents sur les territoires, quels que soient les groupes. Et deuxièmement, la crise faisait référence à des sujets que les bailleurs, que le monde HLM, que nous, en tant que partenaires justement du monde HLM, nous portons depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que la question du cadre de vie, c'est l'accès aux services, c'est la mobilité. Le logement ne fait pas tout. C'est-à-dire quand on dit on va revitaliser des centres et qu'on dit allez, les bailleurs, allez-y, partez devant, c'est pas parce qu'on y remet du logement que les commerces vont suivre comme ça, que la question du stationnement est réglée, que la question des équipements, des services suit comme ça. Voilà, donc on est vraiment sur un phénomène d'ensemble sur lequel finalement le logement tient bien, le logement social tient bien sa place. Et c'est là qu'effectivement il y a quand même des solutions en tout cas à apporter pour améliorer encore les choses. Mais en tout cas le logement n'a pas été pointé du doigt. Donc si je reviens rapidement sur l'Occitanie, on a de la montagne, du littoral, des métropoles, du très rural, du vous avez périurbain. tout, quoi. On a un petit peu tout. Et donc la réponse, c'est que c'est avec les bailleurs avec lesquels nous travaillons, c'est du sur-mesure. Donc la réponse est du sur-mesure, mais la méthode, elle est par contre générale. Il vous faut qualifier d'abord des besoins, il faut savoir pour qui, pourquoi on construit, on réhabilite. Il faut analyser un marché. Et puis après, il faut trouver la technicité, alors qu'elle soit, je parle bien de technicité, on y reviendra peut-être sur les centres anciens, la technicité d'intervention sur de la réhabilitation, de la construction mieux constituée, et puis la technicité financière, mais je pense que ça a été très fortement abordé dans la table ronde précédente. Vous savez, c'est pas un type qui bosse à France Info que vous allez expliquer qu'il ne faut pas répéter plusieurs fois la même chose. Hein. Mais je voulais pas vous couper la parole comme ça. Non, mais j'avais fini. Alors, François Schmitt, moi j'ai une question pour vous. Je me demande si on ne fait pas complètement fausse route. Je m'explique. Est-ce que ce débat a lieu d'être ici au congrès de l'USH? On vient d'entendre, hein, le logement ne fait pas tout. Puis moi j'ai entendu que dans les médias autorisés, finalement, la crise des Gilets jaunes, c'était juste une crise économique dans certaines zones. Ce n'est pas une crise du logement. Alors là, ça vous désarçonne? Non, pas du tout. Si, un petit peu. Non, je vais vous le prouver. Enfin, je vais essayer. Non, le mouvement des Gilets jaunes, il n'est pas né de rien. Ce n'est pas une simple réaction épidermique. Alors, nous, nos AFOC locales, et en général, je pense les associations de défense des locataires, n'ont pas été mises en cause. Je n'aurais pas l'arrogance d'expliquer ça par le fait qu'on avait prévu ces sujets-là, déjà défendus et qui se sentaient représentés. Je pense que c'est un public de Français qui pensent qu'ils sont seuls face à des problèmes et qui n'ont même pas l'idée ou ne font pas confiance à ce qu'on peut appeler des corps intermédiaires pour défendre leurs sujets qui sont des vrais sujets. Ensuite, les points de vue qu'ils ont développés, on peut en rattacher beaucoup au sujet d'aujourd'hui, de la fracture territoriale, de l'impact sur le logement social. Des sujets d'ailleurs que les associations, dont la FOC, ont traité, enfin traité en tout cas alerté. Le sujet de l'éloignement du lieu de travail par rapport au lieu d'habitation et l'impact que ça a sur le coût financier pour ceux qui sont notamment en zone rurale ou périurbaine, c'est un vrai sujet et c'est un sujet qu'on rattache au logement. Et ça fait partie aussi des solutions qui sont à trouver. Le sujet, nous, qu'on a aussi défendu et qui a été aussi exposé, l'exposition par Gilets jaunes, des fois, est un peu compliquée parce que chacun s'exprime avec son vécu, mais on peut en tirer quand même des tendances. Le fait que l'État, depuis les années 2000, est en train de réduire comme peau de chagrin son réseau de services publics, c'est une des causes des fractures territoriales et c'est une des causes aussi qui fait qu'après, un territoire n'est plus attractif et que donc du coup, on a des problèmes de logement. Je prends un des exemples. Il y a encore quelques décennies, on avait des services publics présents dans chaque canton, donc en milieu rural. Actuellement, ils sont en train d'être recentrés sur des chefs-lieux de préfecture et l'étape qui est d'ores et déjà enclenchée, c'est des chefs-lieux de région. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des revendications, alors plus ou moins exprimées de façon... C'est le problème quand on ne passe pas par des corps intermédiaires pour exprimer des revendications, c'est que ça peut être brut de décoffrage et très surprenant. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'on doit nous considérer, en tout cas comme association de locataires on ne le fait pas, comme quelque chose d'irraisonné, voilà, qui ne nous concerne pas. On est concerné. Patrice Roch, vous voulez réagir? Je voudrais réagir parce qu'on a raison d'interpeller l'État.
L'État s'est sans doute trompé en disant qu'on allait aménager la France dans tous les villages exactement de la même manière. Et aujourd'hui, on concentre les services publics dans certaines villes moyennes ou grandes villes. Mais nous, on a une part de responsabilité. Je dis nous, moi je travaille en Seine-Saint-Denis, mais j'ai grandi à la campagne. Et j'interpelle mes collègues qui travaillent dans les zones rurales. Quand on fait du mitage et qu'on va construire des logements sociaux dans des centres-bourgs à 80 km de la ville, ou même à l'extérieur de la ville, à Limoges, mais on va construire à 20 km à l'extérieur, tout simplement parce que les élus nous le demandent, parce que les locataires nous le demandent, parce que tout le monde veut son jardin, on a une part de responsabilité. On a une part de responsabilité parce qu'on cède à la demande, mais on sait très bien qu'on va avoir des problèmes d'embouteillage sur les routes, on va avoir des problèmes d'essence, on va avoir des problèmes de pollution. Et la grande question que ce mouvement pose à nous, urbanistes, qui faisons la ville de demain, c'est quand est-ce qu'on densifie ? Parce qu'on veut isoler les logements, mais ce qui isole le mieux, c'est de bâtir des bâtiments compacts. Et quand est-ce qu'on protège la nature, c'est quand on évite les déplacements. Mais c'est pas ce que veulent les gens. Et oui, mais c'est pas ce que veulent les gens, mais peut-être qu'il faut qu'on leur réponde non et qu'autour de la table, on doit se dire à un moment donné, on va arrêter de bousiller les campagnes en allant construire des logements, fussent-ils sociaux. Et moi, quand je suis bien placé en Seine-Saint-Denis pour le savoir, j'ai le même problème aussi, même si je n'ai pas exactement les mêmes demandes. Dès que je vais voir un maire pour densifier, on me répond « Ah non, pas ici, il y en a déjà trop, il faut que je construise une école ». La densité à Paris, c'est 21 000 habitants par kilomètre carré. En Seine-Saint-Denis, c'est 6 000. À La Rochelle, c'est 2 000. Quand est-ce qu'on en parle? Alors, Muriel Boulmier d'abord, et puis ensuite Céline Dourdan. Moi, j'entends vraiment votre propos. Et voyez-vous, je pense que nous devons être vigilants à ne pas opposer la ruralité et l'urbain. Ce sont en effet... C'est pourtant ça qui est au cœur de la problématique des Gilets jaunes, quoi. C'est en tout cas l'impression qu'on a. Je pense que l'analyse que vous avez faite de ce territoire que vous connaissez parfaitement bien, qui est la Seine-Saint-Denis, vous avez tiré une conclusion aussi pragmatique que n'était la revendication qui s'est exprimée en zone rurale, c'est-à-dire que les habitants de Seine-Saint-Denis, pour des tas de raisons, n'ont pas tous de véhicules. La zone rurale, c'est une sociologie différente. Je ne dis pas qu'elle est meilleure, mais quand vous allez à Saint-Just-le-Martel en Haute-Vienne, à La Montjoie à Lot-et-Garonne, à Mont-sur-Gaine dans la Vienne, et puis dans les Landes, bon, peu importe, vous allez traverser des villages de 2500 à 540 habitants ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'ils n'ont pas de vie économique? Mais si, bien sûr qu'ils ont une vie économique. Est-ce qu'ils ont un cœur de village qui est capable de les accueillir pour vivre en confort et en sécurité? Non, pas encore. Et donc, comme ces cœurs de village ou les villes moyennes n'ont pas pu retenir ces familles, elles se sont installées dans les années 70 et suivantes, dans les premières périphéries, qui d'ailleurs, vous êtes urbaniste, donc vous savez très bien ce dont on va parler, qui d'ailleurs désormais font pour la plupart des continuités urbaines. Et donc le flou s'installe dans certains territoires. Et puis tout d'un coup, il y a eu cette somme de fractures qui étaient des micro-fractures et qui, rassemblées, sont devenues intolérables. La question que je me pose, et c'est une question que nous devons nous poser, nous, est-ce que le mouvement se serait enflammé de la même manière si ces personnes-là avaient été entendues et écoutées? Je disais à mon voisin tout à l'heure que je ne le dirais pas, bien si je le dis parce que je pense que si un dialogue s'était installé, ou plutôt les solutions n'auraient peut-être pas été trouvées immédiatement, mais ce sentiment de déclassement aurait sans doute été un peu atténué. Et donc, on aurait pu construire avant que les villes elles-mêmes s'enflamment, comme Bordeaux, et que malheureusement, nous ayons eu dans mon département à déplorer un mort. Vous voyez, ce sont ces petites révolutions spontanées qui font que nous sommes amenés à nous interroger. Mais la consommation de l'espace foncier, ça a été aussi une conséquence et une époque. Aujourd'hui, les schémas régionaux, les SRADET, les schémas régionaux d'aménagement du territoire, vont tous dire voilà, il faut diminuer de 50% l'artificialisation des sols. Et donc, il va falloir que nous trouvions, nous, et on en parlera tout à l'heure, des solutions pour passer de sa petite maison individuelle avec le jardin
que nous avons offert en connaissance de cause, avec un objectif partagé, à des solutions de densification plus douces, mais qui ne heurtent pas ceux qui vont les habiter. Parce que nous aussi, on passerait à côté de la cible. Et je crois que c'est tout ce travail avec les élus locaux, avec les habitants, avec les aspirations de ceux qui veulent y habiter sans qu'il y ait un marquage trop fort avec leurs voisins, que nous devons travailler en sérénité et sans opposer forcément les territoires qui sont par essence différents. Alors, Céline Dourdan, je vous passe la parole. Tout le monde veut réagir, hein, vous allez tous avoir la parole. J'ajoute, tenez, pour que les questions qui arrivent, et puis des questions en forme de commentaires, je vous lis celle-là. La culture totalitaire de construire la ville sur la ville, particulièrement prononcée dans les régions, n'est-elle pas la cause de tous les maux? Voilà ce que nous dit l'un des participants à ce congrès. Céline Dourdan, vous avez la parole. Alors justement, pour rebondir sur la densification et cette observation, je crois qu'il faut être très prudent dans les approches. En QPV, on a une densification très faible. On a un effet de masse, de volume à cause des tours et des barres, mais en fait, souvent, ce sont des grands ensembles situés à côté de quartiers assez résidentiels, et en fait, ils sont déjà exclus de la ville, en fait, quelque part, par l'urbain. Alors, c'est l'époque qui a voulu ça, et je crois que c'est un héritage qu'il faut accepter, mais au jour d'aujourd'hui, notre monde mute, et il faut imaginer autre chose. Alors moi, je pense qu'on peut densifier justement dans ces quartiers-là, pas forcément démolir, parce que les gens sont trop attachés à leur quartier, mais densifier autrement, donner de l'espoir et de l'avenir. Par quoi ? Il y avait Marina Lolliman qui était là tout à l'heure, qui nous a parlé beaucoup de l'accession sociale à la propriété. Je pense que le produit PSLA est une bonne solution intermédiaire, justement pour proposer à nos locataires de devenir propriétaires dans des conditions avantageuses, fiscales, accessibles et sur une accession douce. Et donc, du coup, si c'est une accession douce, c'est une appropriation douce. Et derrière, cette accession sociale, elle est beaucoup plus facile à développer qu'un programme de promotion immobilière où c'est compliqué d'arriver sur un site, commercialiser un programme où il y a une certaine déqualification. Et avec cette accession en PSLA, il faut l'accompagner de solutions pour les habitants. Il faut des commerces, il ne faut pas rêver, mettre des super beaux commerces avec des marques qui ne correspondent pas aux besoins des habitants. Nous, on a des quartiers où on a des commerces qui marchent formidablement bien. Et il faut savoir écouter les habitants, savoir ce qu'ils ont besoin. Et on n'écoute pas suffisamment les habitants? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Si on les écoute, on est bailleur. Mais il faut voir les choses autrement, réfléchir, avoir une vision différente. Et donc, il y a l'économie, il y a l'accession, le parcours résidentiel, cet espoir. Mais il y a aussi à penser à nos jeunes, à proposer peut-être du coworking, des plateformes que l'on peut mettre en place avec les agglomérations qui sont très intéressées. Je pense qu'il faut qu'on soit plus moderne et qu'on essaye d'écouter et de voir quelles solutions on peut proposer. On n'a rien à perdre d'essayer. Et donc nous, c'est des projets que l'on mène actuellement, sur lesquels on réfléchit. Et alors j'écoutais aussi la remarque en fait des amicales de locataires. Oui, on associe les amicales de locataires vers tous nos projets, mais on se rend compte qu'on manque au jour d'aujourd'hui de parole des locataires. Et c'est pour ça que nous, on essaie de faire monter le fait coopératif pour arriver à avoir des interlocuteurs et des relais, parce qu'on se rend compte que le monde devient difficile, devient individualiste, et qu'on a peu de personnes qui souhaitent s'engager. Et donc c'est aussi une de nos problématiques d'aujourd'hui, c'est comment développer un projet participatif. Il faut arriver à éveiller chez certains de nos locataires une envie d'être associés au projet. Donc on a beaucoup de travail, je crois, à mener, mais c'est passionnant. Bon, c'est bien. En tout cas, vous êtes déjà dans la deuxième partie. On essaye de voir quelles sont les solutions. Laurent Lorillard, vous vouliez réagir à ce qui a été dit précédemment? On se passe les micros, oui. Oui, comme ça. C'est juste pour rebondir également sur la juxtaposition de l'urbain et l'rural, quelquefois l'opposition qu'on peut mettre, même si ça alimente le débat, voilà, l'opposition qu'on peut mettre entre le rural et l'urbain. Je pense effectivement qu'il ne faut pas opposer ces deux milieux. Il y a quelques années, j'avais tendance à penser, comme mon voisin de Plaine-Saint-Denis, qu'effectivement, on avait trop éparpillé nos constructions du logement social. Puis à force de côtoyer les habitants, de regarder aussi comment évoluent nos indicateurs d'inoccupation, on s'aperçoit qu'on n'a pas de vacances dans les pavillons. France-Loire, c'est 16 000 logements sur 350 communes, éparpillés sur des départements ruraux. C'est leur identité. Hein. Leur identité, elle est rurale, ces départements. Ou alors on change d'identité. Ce sont des départements ruraux. Et nous avons sur ces 16 000 logements, 6 000 logements individuels,
on n'a pas un seul logement vacant. Ils sont extrêmement éloignés. Ça correspond aux attentes des habitants. Il y a un loyer extrêmement modéré. C'est ce qu'on disait finalement. Ça correspond à leur style de vie. Même s'ils sont loin, ça correspond à l'attente de l'habitant. La vacance, on l'a dans les logements collectifs. Et les logements collectifs, certains des bailleurs sociaux ont fait l'erreur, il y a 20 ans, 30 ans, de construire des petits collectifs en zone rurale. Ils s'en mordent les doigts. Heureusement, ce n'est pas notre cas. Mais les immeubles collectifs dans les zones urbaines, ce sont eux qui subissent de plein fouet la vacance. Ce sont des petites bars, des petites tours, pas du tout à la même échelle qu'en pleine Saint-Denis. Mais attendez, parce que moi je veux comprendre, c'est que c'est paradoxal ce que vous dites collectivement. C'est que d'un côté on nous dit qu'il faut densifier, et de l'autre côté vous nous dites, attendez, c'est pas ça qui marche, quoi. Alors, il faut densifier, surtout sur le plan écologique, c'est une bonne chose, mais il faut densifier dans les zones qui sont déjà très urbaines pour éviter l'étalement de ces zones très urbaines. Mais dans des secteurs ruraux, moi je pense aux sous-préfectures de ces départements, Saint-Amand-Moron dans le Cher, Vierzon dans le Cher. Quand on habite dans ces communes-là, on n'a pas envie d'habiter dans une barre. Surtout qu'on a le choix, il y a des immeubles privés souvent en très mauvais état qui sont vacants, et certains de locataires préféreront choisir une moindre qualité, mais avoir un habitat individuel, parce que quand on habite ces territoires, c'est ce type d'habitat que l'on souhaite. Donc ce sont sur les immeubles collectifs qu'il y a de la vacance. Moralité, il ne faut pas s'acharner, il faut simplement les faire tomber et refaire du pavillon raisonné, proche des zones d'emploi, avec des espaces verts aussi maîtrisés, parce que ça répond tout simplement aux attentes des habitants. Sophie Lafnêtre, je vous vois rire, je ne sais pas pourquoi. Non, mais parce que je trouve ça à la fois très pertinent. Moi, je ne connais pas de territoire sans besoin, qu'ils soient ruraux ou très urbains, des besoins en logement, des besoins en équipement, que ce soit on travaille en Lozère pour faire des opérations à 4 logements dans le cœur, il y a une demande, on va produire une offre et ça répond vraiment à un redéveloppement, en tout cas d'un territoire. A priori, on ne va pas fermer toutes les villes moyennes et les petites villes de France. Donc, il y a une question de limite sur la concentration, la densification et la métropolisation. Il faut faire de la dentelle, c'est ça que vous nous dites finalement. C'est ce que je vous ai dit au départ. C'est-à-dire qu'on fait du sur-mesure, c'est-à-dire les réponses, ça doit être du sur-mesure, mais c'est déjà ce qui se fait, sauf qu'il faut évoluer avec la société, c'est-à-dire les attentes évoluent. Là, on a de plus en plus, les jeunes sont très attachés maintenant à leur cadre, enfin vraiment à leur confort et à leur cadre de vie. On le voit dans les recrutements, hein, c'est le bien-être au travail, mais c'est quand même d'abord le bien-être. Hein. Moi, je trouve que c'est assez flagrant. Donc cet attachement à une identité, un village, voilà, c'est en train de monter. Là où tout le monde voulait, peut-être sur nos générations, être en ville pour avoir les services, les commodités, on commence à avoir une évolution sociologique sur la conception de là où je vis, je veux y être bien. C'est un peu les générations de développement durable. Donc à partir de là, si on se dit que, moi quand je vois les métropoles, on a un problème avec les activités productives qui sont chassées des métropoles parce que bruyantes, parce que nuisibles, parce qu'avec un prix du foncier qui a été évoqué par Marie-Noëlle Lienemann, il augmente pour tout le monde, hein, pas uniquement pour le logement. Donc on a cette problématique de coût du foncier, et je peux vous dire que pour le coup, que ça soit en rural ou en urbain, on a le même sujet, et là je suis bien placée pour le dire en tant qu'établissement public foncier, le foncier est trop cher. Dans le rural, il n'est pas cher en valeur absolue, mais il est trop cher pour faire du logement social. Donc on a la même problématique de coût du foncier, on a la même problématique de modèle, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur du développement urbain en consommant de l'espace dans le rural, on est également sur de la reconquête de logements vacants, de logements dégradés. Donc on est bien sur de la réhabilitation, de la reconstruction, qui est un modèle différent de ce qui se faisait pendant des années. Donc c'est une autre façon de faire, problématique identique. Et après, c'est quid de la réciprocité, c'est-à-dire tout le monde ne vivra pas dans les métropoles, et les contrats de réciprocité vont dans ce sens-là. Alors, vous dites que voilà, il faut être à l'écoute, faire du sur-mesure. C'est pas évident, hein, parce que vous, quand vous construisez, c'est pour un bout de temps. Moi, j'aime bien la plaisanterie. Vous la connaissez, la différence entre les bâtisseurs, les établissements de logements sociaux et puis les médecins. C'est que le médecin, il enterre ses erreurs. Vous, vos erreurs, vous les gardez pendant 40 ans, il faut vivre avec quand même. Ça, c'est un problème, parce que de quoi sera fait la société de demain? Comment est-ce qu'on peut l'anticiper? Vous voulez répondre, Pascal Barlotin? En partie à cette remarque que vous faites, mais je pense qu'il ne faut pas exclure la construction de la ville sur la ville. On parlait de culture totalitaire. Là. Oui, bah là, Mais ça fait 3000 ans qu'on le fait, de construire la ville sur la ville. C'est normal. Mais ça fait peut-être 3000 ans qu'on est totalitaire. Il y a une évolution pour eux. Il y a certains bâtiments qui sont conservés, d'autres qui sont renouvelés, d'autres qui sont réhabilités. On travaille beaucoup aujourd'hui sur justement la faculté en termes de rénovation énergétique. On parle beaucoup de retraiter les matériaux lorsqu'on démolira. Donc ces sujets-là, ils sont sur la table. Après, moi je pense aussi que si on a été peut-être moins touché ou moins impacté ou moins impliqué
dans la crise des Gilets jaunes, ce n'est pas simplement une question de logement, de bâti, c'est aussi parce que depuis longtemps maintenant, des années, le monde du logement social invente des partenariats. Alors on peut dire que ça se substitue à l'action publique, mais non, on fait avec. On fait des partenariats sur l'innovation sociale, sur la coopération interbailleurs, sur l'accompagnement social des plus en difficulté. On fait des partenariats sur la sécurité, on fait des partenariats pour construire des maisons de santé. Alors certes, on peut regretter que c'est le recul des services publics qui entraîne cette situation, mais tous les bailleurs sociaux sont dans cette dynamique qui est d'accompagnement social au-delà de leur métier de gestion locative. Mais c'est la question que j'allais vous poser. C'est votre boulot de vous occuper de tout ça? Jusqu'où ne pas aller? C'est la question qu'on se pose en permanence. Mais si on ne le fait pas, vous avez des territoires dans lesquels vous n'aurez plus de médecins, vous n'aurez plus de sécurité, etc. Donc il faut le faire avec, c'est-à-dire pas remplacer. J'évoquerai le sujet de la sécurité peut-être tout à l'heure, mais je pense qu'on n'est pas là pour se substituer, on est là pour apporter des solutions complémentaires et finalement jouer le rôle un peu d'assembleur des idées des locataires, recueillir les idées des habitants, les professionnels qui pourraient venir, les associations, l'économie sociale et solidaire. Et on s'est installé. Vous prenez pour monsieur le maire, finalement? Pas tout à fait. À moins que ce soit le président de la République. On n'a pas le pouvoir de police. Et justement, c'est là jusqu'où ne pas aller. François Schmitt. Oui, tout à l'heure, vous faisiez semblant d'être étonné que nos propos soient paradoxaux. En fait... Ah non, j'adore, parce que si vous étiez tous pareils... là. Non, ils sont paradoxaux parce qu'il n'y a pas une vérité unique. On parle de la ruralité. Il n'y a pas une ruralité. Moi, j'ai travaillé en milieu rural en tant que comptable de collectivité locale. J'ai travaillé dans des endroits ruraux, mais avec des techniques de hameaux, et d'autres avec des bourgs-centres importants. Ce n'est pas les mêmes sujets. Et j'ai vu dans des collectivités des constructions de pavillons HLM où beaucoup disaient « oui, mais ça rime à rien, autant faire ça dans la ville-centre qui est à 30 km, ça rime à rien ». Mais 20 ans, 30 ans après, ces pavillons HLM, ils sont toujours là, ils sont en bon état, ils n'ont pas été dégradés, et il y a toujours de la demande. Donc, construire et répondre, même de façon, je dirais, je n'allais pas dire microscopique, mais bon, pas à des tailles comme on peut traiter en Seine-Saint-Denis. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut avoir la vista de savoir ce qui va être demandé dans 20-30 ans. Quoi, hein. Il s'agit d'avoir, par exemple, après, des prix de sortie qui ne soient pas supérieurs au privé. Parce qu'à ce moment-là, on sait très bien qu'on aura construit quelque chose, tout superbe que ça soit, bien énergétiquement correct et tout, ça deviendra un logement vacant rapidement. Et on a suffisamment d'exemples dans notre tissu actuel de parcs HLM vacants. Il y a les locataires qui sont à fond sur les SMS et disent « Et les partenariats avec les associations de locataires, hein, de ne pas les oublier ». Muriel Boulmier, je vous sens piaffé. On va essayer d'être... Oui, bref. Je voudrais répondre à votre question. Est-ce que c'est notre mission? Mais je n'ai pas posé ma question encore. Là, vous l'avez posée. Ah bon. Bon, répondez à la question que je ne pose pas. Que vous avez posée. Oui, c'est notre mission. C'est notre mission de faire qu'un village vive. Si vous voulez, si j'avais 3 mots pour résumer, c'est quoi notre métier? Nous sommes d'abord des investisseurs avec les entreprises locales. La Nouvelle-Aquitaine, c'est 1,4 milliard par an. Hein, et nous sommes aussi des aménageurs, mais pas l'aménageur au sens peut-être urbanistique du terme, comme vous l'évoquiez. Je suis plus vers l'aménageur de dentelle. Et non pas que je sois douée en broderie, j'aimerais bien, mais non. Et puis, nous sommes également des amortisseurs. Et nous sommes ces espèces d'amortisseurs sociaux des bourgs, des habitants, avec nos locataires. Et donc oui, nous répondons dans notre mission d'intérêt général, au sens européen du terme, à une mission de subsidiarité. C'est-à-dire que dès lors que la concurrence, le marché, etc., ne peut pas venir s'installer dans ces territoires délaissés, notre mission d'intérêt général justifie que nous participions à ce que, subsidiairement aux défaillances, nous aménagions un cabinet, une maison de santé, etc., ce qui va refaire la vie et peut-être des développements, mais on y reviendra tout à l'heure. Bon, on va y revenir. Et moi, maintenant, j'aimerais qu'on soit quand même... Alors, vous avez commencé déjà à l'être, hein. Positif, parce que là, moi, je vais vous résumer la situation, finalement. On a une crise des Gilets jaunes. Vous nous dites tous, ça nous interpelle, nous, en tant que bailleurs sociaux. Mais ce qu'on fait, c'est déjà formidable.
Donc la crise n'aurait pas dû intervenir. Sauf que la crise étant intervenue, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, à quels endroits ça a pêché, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus. Pascal Barbotin, je sais qu'un de vos chevaux de bataille, c'est la sécurité dans ces quartiers. Oui, alors c'est peut-être pas une question vraiment gilet jaune, la sécurité. Je ne sais C'est pas. une question, je ne sais pas si ce n'est pas une question de gilet jaune. Ça fait partie des questions qui se posent sur le positionnement des pouvoirs publics. Alors moi, je connais plus les grands quartiers que les villes moyennes. Étant présent, par exemple, largement au Mirail, à Toulouse, on est confronté effectivement à des questions du type sécurité et tranquillité publique. Mais je reviendrai aussi sur le fait que cette sécurité, cette tranquillité publique, elle est due aux habitants, comme partout ailleurs. Alors, la police intervient dans la mesure de ses moyens, l'État intervient dans la mesure de ses moyens, la justice aussi. Mais la question que je posais tout à l'heure, jusqu'où ne pas aller, elle se pose aussi aux bailleurs parce que s'il y a recrudescence des nuisances, du vandalisme, des bandes de dealers en bas d'immeubles, etc., qu'est-ce qu'on fait? On attend la patrouille qui n'arrivera pas et le jugement qui n'arrivera pas et on laisse dégrader les halls d'immeubles. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu, nous, une initiative sur le sujet en travaillant en interbailleur, donc sur le quartier du Mirail, où finalement, après avoir investi beaucoup dans le partenariat avec les pouvoirs publics en charge de la sécurité depuis près de 15 ans à Toulouse, sur les échanges, sur la mise en place d'un certain nombre de dispositifs, le suivi des plaintes, etc. En 2016, on s'est retrouvé de nouveau confronté à un surcroît de tension sur les quartiers et les bailleurs se sont dit mais qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, on a abouti à, alors c'est critiquable ou pas, hein, mais à la création d'un groupement de sécurité, de tranquillité résidentielle qui n'intervient que sur nos immeubles, pas sur le domaine public. Hein, et qui est là pour... Ce que d'aucuns appellent des milices... Alors on peut l'appeler milice, comme tout à l'heure on peut appeler culture totalitaire. Mais en fait, il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, les habitants nous disent « Extra, vous avez fait quelque chose qui permet de nuit de sortir des bandes qui, on ne va pas même parler de dealers, mais qui font du bruit, qui dégradent mon hall, le lendemain matin, on ne peut plus passer, soit on est filtré par les gens, soit on ne peut plus marcher dans le hall, etc. » Là, effectivement, on intervient en contact avec la population à partir de la sortie de l'école, en gros. Les gens sont très contents de voir du monde. Ils sont très contents de plus être sujets à ce sentiment d'abandon pour partie parce qu'ils voient des gens la nuit. La nuit, il n'y a personne dans les quartiers. Il n'y a pas de service public, il n'y a pas de services sociaux, etc. Et nous, représentants des bailleurs, on est là. Et puis, il y a un lien aussi avec la gestion locative dont je parlais tout à l'heure, qui est, dès lors qu'il y a du vandalisme qui est repéré dans les immeubles, ça va du nettoyage à la vitre cassée, à même des questions de sécurité. Ces équipes-là font leur rapport de jour aux équipes de gestion locative qui interviennent ensuite sur le bâti pour réparer. Et là aussi, on joue sur le sentiment d'abandon et donc on fait quelque chose, on est là, critiquable ou pas vis-à-vis des pouvoirs publics. En tout cas, il faut faire avec eux. On ne peut pas faire seul ce genre de démarche. Il faut faire avec tous les intervenants dont je parlais et les locataires, puisque ces démarches-là ne se font que la main dans la main avec les habitants de nos quartiers. François Schmitt, Oui. Ce type d'initiative est positive, intéressante? Alors, première réponse, qui n'est pas une réponse, mais un constat, les locataires du logement social, et pas qu'en zone très tendue d'ailleurs, sont les premières victimes, et je dirais les principales victimes de l'insécurité. Ensuite, alors bon, ça c'est au quotidien effectivement. En plus, quand il y a des mécanismes d'émeute, c'est leur propre voiture, donc de locataires du logement social déjà plus que pauvres ou voire relativement pauvres ou moins pauvres pour les plus riches qui sont les premières victimes. Donc c'est vraiment une injustice totale. Ensuite, les solutions, là je dirais que la solution pour nous, en tout cas à la FOC, c'est au service public, c'est le service public de la police. On voit nombre de quartiers où des commissariats à 17h30 plient bagages et se replient sur la ville-centre.
Là, on a un véritable problème et une Ouais, véritable attendez, mais démission des services publics. une fois qu'on a vu le commissariat qui ferme, qu'est-ce qu'on se dit On Bah- dit tant mieux que les bailleurs fassent quelque chose ou non? Pour moi, ce n'est pas aux bailleurs d'avoir une mission sécuritaire. Et notamment, nous, associations de locataires, on le voit quand on essaye de faire en sorte que des gardiens aient désormais une mission, entre guillemets, de sécurité. Pour nous, c'est une erreur déjà parce que ça va mettre ces gardiens, hommes ou femmes, dans des situations invivables. Et puis, ce n'est pas une solution pour les locataires. Bon, on sent bien que ce dossier-là, il ne fait pas l'unanimité. Autre proposition, Céline Dourdan, vous en avez pour tenter de resserrer les liens, de refaire du lien social, de apaiser un peu les esprits? Non, en fait, je crois que les échanges d'aujourd'hui sont intéressants parce qu'on se rend compte qu'on a tous la volonté en fait, de bien faire pour le bien-être de nos locataires, avec des recettes différentes en fonction des territoires et des problématiques. L'insécurité, c'est notre problème actuel. Le trafic de drogue, c'est un réseau qui est insupportable et qui enquiquine la vie de nos locataires. Et on a beau essayer de travailler avec la police pour trouver des aménagements qui contraignent, la difficulté, c'est qu'elle ne disparaîtra pas, enfin ce trafic ne disparaîtra pas, il se déplacera. Et en fait, on n'a pas de recette, c'est ça la difficulté. Alors, il y a des quartiers où on a plus de chances que d'autres, la police intervient plus, on a fait des aménagements qui permettent quand même d'avoir un meilleur contrôle, mais c'est un vrai réseau. Alors, il y a des choses dont on parle, alors ça c'est à l'État de décider, mais c'est la légalisation. C'est peut-être pas la légalisation, mais au moins organiser le trafic pour qu'il se passe quelque part, loin des locataires, parce que de toute façon, il se déplacera. Donc, pourquoi pas privilégier des espaces, comme ça se passe dans les pays du Nord, en fait, pour qu'au moins nos locataires soient en paix. Et quand on parle de la crise des Gilets jaunes, moi je reviens, parce que c'est quelque chose quand même qui nous alerte. Pour moi, c'est l'abandon. Pas forcément, nos quartiers sont beaux, entretenus, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs phénomènes. Quelqu'un qui se sent abandonné, soit il se révolte, c'est l'effet des Gilets jaunes, soit il s'éteint, soit il s'isole. Et en fait, je crois que c'est quand même un sentiment à prendre et un mouvement à prendre au sérieux. Il vaut mieux se révolter d'ailleurs, dans le fond. Mais c'est plus sain. Mais il faut faire attention. C'est plus compliqué, c'est plus compliqué à gérer ensuite par les pouvoirs publics. Mais en fait, il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer. Alors, on intervient sur le bâti, on fait ce qu'on peut sur la sécurité. Et après, il y a un pouvoir que l'on a, en fait, c'est comment agir sur le bien vivre ensemble. Et des fois, une petite action, peu coûteuse, peut avoir un effet assez extraordinaire, notamment vis-à-vis des jeunes. Moi, je pense que l'avenir demain, c'est nos jeunes. Il faut les éduquer. On voit que certains de nos locataires jettent par la fenêtre des poubelles. Enfin, c'est un problème d'éducation. Là, c'est pas un problème de sécurité, en fait. Donc, je pense que nous, on peut mener des ateliers, éduquer nos jeunes, leur faire du sport. Le sport, c'est l'esprit collectif, c'est la réussite. Le bien manger. Nous, on plante des vergers pour qu'ils puissent se nourrir. Les jardins partagés, alors tout le monde en fait, mais moi je pense que c'est bon de le dire, il faut le développer avec les locataires. Parce que pour que ça marche, il faut associer les locataires. Nous, on est tout seuls, on ne peut pas tout faire, donc en fait il faut porter des initiatives et derrière, trouver des relais qui interviennent. Et je pense que même s'il y a un peu de trafic à côté, mais que les enfants, ils sont tous ensemble, ils font du sport, ou ils travaillent avec les grands-parents, ou il y a de l'intergénérationnel, il faut recréer en fait tous ces... Et alors, c'est un grand chantier. Je ne suis pas sûre qu'on va y arriver, mais moi, je pense qu'il y a déjà des initiatives qui naissent un peu partout. Je pense que grâce à ces journées-là, on peut partager les expériences et les tester. Voilà. Ce qui est formidable dans ce que vous dites et tout depuis un peu plus d'une heure, on s'aperçoit bien que votre métier aujourd'hui, ce n'est pas juste construire des immeubles que vous allez louer pas cher. Ça va bien au-delà. Et c'est ça qui est intéressant. Patrice Roch, vous vouliez la parole, mais peut-être que Laurent Laurillard, vous l'aurez aussi. Oui, mes collègues ont raison. Il faut qu'on développe l'ensemble des services qui permettent de renforcer le lien social. Ça participe du rôle protecteur du logement social et de fait, ça évite des crises comme celles que nous avons connues où ça en atténue les effets, l'ampleur sur les territoires. Ils ont aussi raison de dire qu'il ne faut pas opposer les territoires métropolitains et les territoires ruraux. Je prends un exemple. Je suis lotois d'origine. Vous êtes, pardon ? Lotois d'origine, ça s'entend un peu. Et donc, lotois du Lot.
Et donc, du Lot, voilà, d'accord. Figeac est un territoire qui se porte bien, qui est en lien avec Decazeville dans ce qu'on appelle la mécanique vallée. Bon, toutes les études montrent que le revenu médian y est plutôt plus élevé qu'en moyenne en France, que les gens vont s'installer là-bas et qu'il y a un taux d'emploi qui est très bon. Donc probablement faut-il que la puissance publique, les bailleurs sociaux dans leur rôle d'aménageurs, puisque nous, en construisant à certains endroits, nous aménageons l'espace territorial, qu'on aille construire des logements là-bas. Et donc, à contrario, il ne faut peut-être pas aller construire des logements sociaux pour répondre, même si les gens sont contents, même si le maire nous le demande, des lotissements en périphérie d'une petite ville de 2000 habitants, quand bien même les gens s'y sentent bien, parce que les gens s'y sentent peut-être bien, mais après ils sont sur les ronds-points, parce que la facture, elle ne sera pas de 80, mais de 120 € d'essence, et qu'ils auront du mal à chauffer leur logement, fût-il en PSLA. Donc, on a raison de ne pas opposer les territoires, mais ruraux et métropolitains, mais il faut quand même qu'on arbitre et pas qu'on soit dans une espèce d'unanimisme à dire on va construire partout parce que c'est notre rôle de construire partout parce qu'on te le demande. Non, il faut qu'on ait un débat pour savoir où on construit et comment on densifie. Et donc ma proposition, c'est que par exemple en Seine-Saint-Denis, moi je vais aller voir tous les élus en leur disant ok, bon il y a une crise, l'écologie tout le monde est d'accord pour qu'on en fasse, donc maintenant moi je vous propose qu'on densifie là. Est-ce que vous êtes d'accord? Et j'aimerais que l'État m'accompagne en disant on dote les villes d'une dotation de solidarité urbaine supérieure quand ils ont des difficultés sociales. Pourquoi il n'y aurait pas une dotation supérieure quand les villes font un effort de compacité, de densification? Pourquoi on ne soutiendrait pas les maires qui ont un effort pour diminuer leur empreinte écologique? Et nous, de dire, on nous donnerait des primes quand on surélève sur les toits, on nous donnerait des primes quand on va densifier un petit peu les choses. Et moi, je suis prêt à mettre des services publics en bas de mes écoles. Je fais ce que disait monsieur, c'est-à-dire des cabinets de santé, je mets des associations, on met des commerces, on construit des écoles, on construit même des crèches à certains endroits. Donc on peut travailler à tout ça, mais il faut qu'on ait ce débat sur la densification là où c'est pertinent. François Schmitt, je vous tends envie de vous aussi, et puis Laurent Laurière, Laurent la parole. Une des réponses à ce qui vient d'être dit, c'est le fait qu'on ait abandonné depuis à peu près une cinquantaine d'années toute politique d'aménagement du territoire et que désormais, c'est des politiques locales. On est dans la décentralisation. Il ne faut pas qu'on s'étonne maintenant tous que les politiques, elles soient différentes dans telle ville par rapport à... Vous êtes d'accord avec moi que dans la table ronde précédente, on louait de façon un peu généreuse et générale le rôle des élus locaux. Tout à fait. Ils ont raison, il faut qu'on soit proche des territoires. On dit il ne faut pas que tout vienne de Paris, et puis de temps en temps on dit oui, mais attendez, si c'est au niveau local qu'on décide, on ne décide plus rien. Quoi. Bon. Et donc maintenant, il est évident que la solution, elle est à négocier. C'est pas qu'un sujet, la solution n'est pas qu'au niveau des bailleurs, elle n'est pas qu'au niveau des collectivités locales, bien entendu elle n'est pas aussi qu'au niveau des associations de locataires, mais une ensemble, c'est toutes ces entités qu'il faut faire travailler ensemble, discuter, monter dans des avant-projets, il faut déjà voir, et dont l'expertise d'usage des locataires pour qu'ensuite ils s'approprient petit à petit ces projets. Mais c'est tout ça qu'il faut faire, et c'est bien évidemment beaucoup plus compliqué qu'à une période où on pouvait imposer, mais on en a vu après le prix à payer. Alors, Laurent Lauriard, on me dit, quelle action avec les associations de locataires? Question à poser à Laurent Lauriard. Alors, comme les associations de locataires sont très actives avec leur petit pouce pour nous envoyer des SMS, vous allez sans doute leur répondre, et puis ensuite, vous allez nous dire ce que vous préconisez, quelle bonne idée vous auriez pour recréer ce lien social. Alors, moi, ce qui m'a frappé lorsque je côtoyais les gilets jaunes, puisque le sujet, c'est bien le gilet jaune, hein, je me sens un peu plus éloigné des phénomènes de délinquance dans nos secteurs détendus, et je fais moins la liaison entre les gilets jaunes et la délinquance, en tout cas sur nos territoires. Par contre, ce qui m'a frappé lorsque je tournais autour d'un rond-point, je me suis arrêté quelquefois, je discutais avec les gens en allant tout simplement au travail à Bourges, c'est que, premièrement, il y avait beaucoup de femmes isolées ou avec un enfant, une surreprésentation statistique de cette population dans les familles monoparentales. Là, et c'est cette population qu'on loge énormément. Les 2/3 de nos locataires, ce sont ou des personnes isolées, ou des femmes seules, quelquefois un homme, mais en général une femme, avec un enfant, voire 2 enfants. On les retrouve au niveau des ronds-points. Donc là, je pense qu'on a un sujet. Le sujet n'était pas le logement, pas le coût du logement, c'était la difficulté de concilier un travail
et puis jouer son rôle de parent quand on est seul, a fortiori quand on est à 10 km d'une zone d'emploi. Donc ça, c'est un sujet identifié. Un deuxième sujet, je crois que ça nous a tous marqué, c'est que c'était la kermesse au milieu de ces ronds-points. C'était d'ailleurs des moments de convivialité assez rares. Vous avez vu que vous récupérez des licences 4 là, pour tous vos villages. Là, hein. Vous avez suivi les annonces du Premier ministre. Effectivement, donc c'était des moments de convivialité rares. Voilà. Et ça m'a marqué. Et donc c'est des personnes qui se retrouvaient et qui ont apprécié de se retrouver ensemble. Je pense, j'en sais rien, mais je pense que ça a contribué aussi à alimenter le mouvement, parce qu'il y a eu un vrai plaisir de convivialité qui s'est créé à travers ce mouvement. Mais ça veut dire quoi derrière ça? Ça veut dire que ces personnes-là, elles sont probablement isolées et elles manquent de vivre ensemble sur leur lieu d'habitat. Donc la question que vous posez, j'en viens, celle de vivre ensemble, elle est, à mon avis, c'est une question de pivot. Elle est au centre du sujet, et le bailleur social, à ce niveau-là, a toute une série de rôles à jouer. Ma voisine a parlé d'habitat participatif. Notre société en a développé une, on est en train d'en développer une deuxième, à la fois en accession à la propriété et en locatif, pour créer une mixité. Pardon, c'est quoi l'habitat participatif? L'habitat participatif, c'est créer dès la construction un type d'habitat qui a été co-construit avec les habitants. Ce n'est pas l'architecte qui le fait, qui donne le cahier des charges, ni le maître d'ouvrage. C'est un groupe d'habitants qui se dit « moi, j'ai envie de vivre dans cet habitat-là ». Un habitat collectif, hein, pas un habitat individuel. Avec des services communs, avec des jardins partagés, avec des pièces partagées. Je veux être chez moi quand il faut être chez moi, parce que j'ai mon intimité. Mais je veux partager avec la société française un certain nombre de choses. Et nous, maîtres d'ouvrage, on dessine avec eux ce produit et on le met en œuvre. C'est ce qui s'est fait dans la banlieue orléanaise et c'est ce qu'on est en train de produire aussi à Bourges avec des habitants qui sont en quête de sens sur leur voisinage, le sentiment de la collectivité, avec des notions d'insertion qui sont fortes. Hein. On a des habitants, certains habitants refusent la différence et s'éloignent de ça. On a certains habitants qui sont vraiment pour l'inclusion et qui veulent faire la part du job en matière d'accueil des personnes qui sont un peu plus démunies qu'elles. Et donc ça, ce sont des projets vraiment compliqués à monter, mais qu'on doit montrer à titre d'exemple quand on est un bailleur social, parce qu'un bailleur privé ne pourrait évidemment pas faire ça. Et ensuite, toutes les petites manifestations élémentaires qu'on fait dans notre patrimoine. On renforce, nous aussi, nos effectifs sur les manifestations dans les résidences, autour du tri des déchets, autour effectivement, des mauvais gestes, des choses ludiques, pour créer une conscience collective dans nos résidences, que ce soit des résidences faites d'habitat horizontal, de pavillons, ou vertical collectif, développer tous ces projets qui créent du vivre ensemble, qui permettent à un moment donné de côtoyer son voisin différemment, qui cassent l'isolement. Et le troisième élément, moi je crois que c'est plutôt un sujet qui arrive et qu'on ne mesure pas aujourd'hui, ce sont justement ces personnes isolées. Il y a beaucoup de personnes qu'on n'entend pas aujourd'hui. On a parlé des gilets jaunes, mais on est en train d'étudier ce qui se passe dans nos immeubles, dans nos logements aussi un peu éloignés. On a des ménages qui sont complètement isolés, on ne sait pas ce qui se passe, et notamment on a les seniors. Les territoires détendus sont particulièrement soumis au vieillissement de la population, du fait des phénomènes démographiques et du fait que les jeunes quittent ces territoires pour aller travailler vers les métropoles. Donc on a un vieillissement accéléré, et donc les seniors vont devenir majoritaires à un moment donné dans nos logements, et il y a une partie des seniors qui est tout à fait dans la société, et il y a une autre partie des seniors qui se trouvent extrêmement isolés, et il faudra aller les chercher, il faudra fournir du service, il faudra rentrer dans les logements, il faudra ne plus simplement être un bailleur, mais aussi un fournisseur de services vis-à-vis de cette population avec des problématiques de santé qui sont générales de mon point de vue et nationales. Ouais. On est loin des gilets jaunes parce qu'on n'a pas vu trop de seniors sur les ronds-points. Oui, donc vous anticipez déjà l'idée de dire qu'il faut des logements qui s'apparenteraient aux résidences qu'on voit aujourd'hui, d'accompagnement des personnes âgées dans le grand âge, quoi. Non, pas du tout. Justement. Ah, j'aime bien ça. Ces résidences, ces EHPAD, ces résidences de 100 logements dans lesquels on met des seniors ensemble, ou ces petits pavillons que nous faisons nous-mêmes, on est très fiers, hein, des petits lotissements de pavillons dans lesquels on met 35 seniors avec un niveau de confort phénoménal, mais quand la personne âgée ouvre son rideau, elle voit en face d'elle une autre vieille dame qui ouvre son rideau, qui la regarde. C'est ça aujourd'hui les résidences, quand on a la chance d'avoir un voisin à regarder. Voilà. Donc les seniors, et le problème de demain, c'est l'inclusion, c'est-à-dire créer du logement senior et des services seniors noyés dans les résidences standards habituelles pour que la personne âgée puisse voir une poussette passer devant chez elle aussi. Ça c'est l'idéal évidemment. Muriel Boulmier, il y a un plan en préparation, on pourrait peut-être en dire un mot, petite centralité. Exactement. Vous vous souvenez, les gilets jaunes, premier divorce, deuxième divorce,
divorce avec les élus locaux, et alors apparaît ce plan Action Cœur de Ville. Le plan Action Cœur de Ville, c'est dans les villes de plus de 20 000 habitants. On se rend compte à l'usage que le logement est parfois le parent pauvre, même si un certain nombre d'entre nous essayons de faire remonter la pente à ce projet et à ce programme. Et puis, évidemment, le temps passant, le gouvernement s'est rendu compte, dans sa difficulté à dialoguer avec les maires, qu'il y avait des trous dans la raquette d'Action Cœur de Ville. Et donc, est en train de naître un projet qui est, je crois, un peu plus qu'un projet, qui est un projet petite centralité. Ben, voyez-vous, déjà, je trouve qu'il y a là le ferment d'une discussion. Pourquoi ne pas l'appeler projet petite ville, cœur de bourg, cœur de village, enfin, je ne sais pas. En tout cas, le mot est très technique. C'est quoi? C'est donner de l'ingénierie aux petites centralités pour qu'elles reconquièrent leur propre bourg. Et donc, cela vise les communes de plus de 2500 habitants. Alors moi, je trouve ça un petit peu intéressant, mais je vous évoquais quelques noms de communes que je connais bien dans cette grande région. Et je me dis, voyons, je vais voir la commune de La Montjoie, 540 habitants. Le maire est excessivement dynamique, il a fait plein de choses pour sa commune. Mais on arrive avec une ingénierie. Ça va l'intéresser, mais il n'a absolument pas les services dans la commune, y compris dans la communauté de communes, pour les rendre opérationnels. Et donc, je crois qu'on devrait déjà mesurer la petite centralité, non pas à l'aune de 2500 habitants à la commune, mais au moins à l'aune de la communauté de communes, qui a un petit peu plus de répondants. Et puis après, je crois que nous devons aller, nous, partenaires, pour aller reconquérir ces centres-bourgs par du logement, ce que vous disiez les uns et les autres. Mais à ce moment-là, comme vous le disiez, madame, le prix du foncier et le prix de la réhabilitation, dans ces villages qui sont parfois très beaux et pour lesquels il y a une contrainte ABF, est très cher. Beaucoup plus cher que de construire 20 petits pavillons. Vous voyez, ça n'a pas d'égal. Et donc, je crois qu'il faut que nous demandions à ce moment-là que soient fléchés des financements que nous discutons en CRHH. Et puis, comment concevoir une reconquête de ces centres-bourgs avec le médecin qui ne partira pas, je ne dis pas qu'il s'installe, mais qui ne partira pas, une petite maison de santé, etc., etc., une infirmière, si on ne prévoit pas aussi de l'accession à la propriété. Et je sais bien que le PTZ n'est plus à la mode, j'ai bien entendu. Néanmoins, il y a 1000 petites centralités qui sont visées. Eh bien, pourquoi dans ces 1000 petites centralités, on ne remettrait pas en œuvre le PTZ pour voir ce que cela peut donner. Puis après, il y a qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Europe. Et donc, en Nouvelle-Aquitaine, donc vous savez, 6 millions d'habitants. Attendez, vous êtes en train de nous dire qu'on est en train de concevoir des trucs un peu trop compliqués. Non, mais parce qu'il faut se mettre, c'est compliqué, sauf à nous. Et puis vous nous dites qu'il faut voir ce qu'on peut faire avec l'Europe. Non. Le maire de votre commune de 500 habitants. Vous allez voir. Vous allez voir. Nous qui avons la chance d'avoir des équipes, etc., il faut que nous engagions ce dialogue en disant votre truc là, c'est sans doute un peu compliqué. Mais si on prend un peu de PTZ, si vous nous fléchez des financements pour construire, faire de la dentelle, comme nous disions les uns et les autres, oui, on peut être partenaire. Et là, les maires, ils seront aussi partie prenante, mais partie prenante vraiment. Et puis, on a, vous disais-je, un fait transversal dans les nouveaux fonds structurels qui est la thématique territoriale, dont la cohésion. Il ne faut pas avoir peur, mais pas les maires, nous, d'aller chercher ces financements-là. Et en Nouvelle-Aquitaine, on a essayé d'être précurseurs, puisque après un an de travail, nous venons de signer avec le président de la région Aquitaine un engagement de la région Nouvelle-Aquitaine, justement pour aller vers cette reconquête des centres-bourgs, nous, logement social, et j'espère ne pas trop m'avancer en disant que nous aurons des soutiens au déficit des petites opérations nécessaires pour éviter l'artificialisation des sols de manière accrue en périphérie et redonner de la vie à ces patrimoines-là qui donneront
la cohésion, la proximité avec l'artisan, etc., etc. Bref, vous avez compris ce que je voulais vous dire, je le souhaite. Absolument. Sophie Lafenêtre. Oui, moi j'ai déjà un élément de réponse sur un exemple qu'on mène en Occitanie, totalement dans cette veine-là. Si vous le permettez, moi j'aimerais saluer le travail des bailleurs et en même temps revenir peut-être sur des évolutions à apporter, toujours dans le traitement. Alors sur les territoires en crise, on est très focalisé du coup là sur la reconquête plutôt des territoires moins tendus, parce que c'est un peu l'actualité. Sur ces questions de territoires moins tendus, on demande aux bailleurs d'aller sur de la reconstruction, donc de la ville sur la ville, de la réhabilitation avec du curtage, avec un peu d'ABF, si on n'a pas de chance, avec un peu de plan de risque inondation. Donc quand vous démolissez, vous ne pouvez pas reconstruire, avec des riverains, avec un modèle économique quand vous devez faire 2 logements, parce que le bâtiment ne permet d'en faire que 2, qui est quand même difficilement viable. Et ils y vont. Alors difficilement, parce que tous ne savent pas faire. Je pense que c'est ça, je vais revenir sur le modèle. Mais en tout cas, il y a une volonté et on y va. Et côté EPF, on les accompagne. Et en parallèle, on leur demande d'être, parce que ça c'est la fonction d'exemplarité, innovants sur la question énergétique, d'avoir des idées nouvelles sur quel type de services nouveaux, de l'accompagnement. Et les subventions complémentaires, elles viennent sur la prime au plus. Sauf que déjà, équilibrer l'opération normalement sans du plus, c'est-à-dire si déjà vous êtes RT 2012, c'est déjà compliqué sur du bâti ancien, mais on va dire, mais nous, on vous financera en complément que si vous êtes BPOS, passif, etc., etc. Donc là, il y a une question, il y a vraiment un paradoxe et un numéro d'équilibriste. Alors moi, je salue parce que voilà, c'est pas qu'il y a un manque d'argent, c'est que pour aller le chercher, en fait, pour avoir ce petit bonus en plus, on va vous donner 2 000 € en plus par logement, sauf que l'innovation en coûte 10 000 par logement. Voilà. Donc ce qu'on a mis en place, nous, côté Occitanie, c'est qu'on a travaillé dans le cadre de notre programme pluriannuel côté EPF. On s'est dit, si on va accompagner ça, nous, on ne peut agir que sur la question de la régulation foncière. Donc déjà, on va acheter le foncier moins cher. Ce qui coûte dans la rénovation des centres, c'est pas tant l'achat. Quand vous achetez un immeuble très dégradé, ça vous coûte pas grand-chose. En revanche, ce sont les travaux. Vous devez démolir, vous devez cureter, vous devez consolider. Ça multiplie par 4, 5, voire 10 les coûts. Donc l'idée, c'est que peut-être on puisse prendre en charge les travaux et qu'on puisse décoter de manière, c'est-à-dire revendre le foncier aux bailleurs moins cher en prenant également dans l'assiette de notre décote la partie travaux. Et c'est ça qu'on expérimente sur beaucoup de villes moyennes et de petites villes, et notamment dans le programme ACV, avec bon nombre de bailleurs. Et ça a été travaillé avec l'Union régionale, avec des bailleurs, sur des cas d'espèces, de manière à donner le coup de pouce, mais vraiment le coup de pouce. C'est-à-dire que nous, on ne cherche pas la prime au plus, on dit déjà, cette opération, il faut la sortir pour montrer que c'est possible. Parce qu'en plus, on est dans des marchés, moi je ne dirais pas qu'il n'y a pas de marché, sauf que les marchés, les logements ne vont pas prendre 10% par an, donc sur le côté investisseur, on a du mal. Donc il n'y a que les bailleurs sociaux qui peuvent faire effet levier pour amorcer cette requalification. Mais vous avez parfaitement le droit d'applaudir. François Schmid, vous voulez... Oui, merci. Nous, on a effectivement, dans des AFOC qui sont sur des zones détendues, des dossiers qui nous remontent, qui sont des locataires en général pauvres, dans le secteur privé et dans des logements souvent qu'on peut qualifier d'indignes, parce que c'est des centres-villes qui sont depuis plusieurs décennies vraiment délaissés. Dès que les locataires ont encore quelques moyens, ils sont partis, ils ont quitté, ils sont allés en zone rurale proche de ce centre-bourg et tout. Donc on connaît le problème. Et cet été, je discutais avec un élu d'une commune de moins de 5000 habitants qui était sur le principe très partant, mais qui me disait plusieurs choses. Qui me disait notamment, c'est très compliqué, même pour un maire qui a beaucoup de pouvoir, parce que pour que ça réussisse, il était conscient qu'il fallait qui modifie le plan d'aménagement, de circulation pour qu'il y ait des villes, qu'il y ait des rues accessibles aux piétons et pas qu'aux voitures. Et ça, en province, c'est une vraie gageure. Il me disait, il va falloir, pour le maire qui décidera de lancer cette opération, un courage politique, donc ça ne se fera pas dans les 2-3 années qui précèdent une élection municipale, parce qu'il va falloir interdire l'accès au commerce, un certain nombre de commerces, parce qu'à ce moment-là, depuis des années, on a vu la multiplication d'agences immobilières, de ventes de téléphones, après de e-cigarettes, mais pas de commerce de proximité. Par contre, les maires, quasiment tous, ont créé des zones industrielles où ils ont implanté des grandes surfaces. Et maintenant, on voit les problèmes. Mais maintenant, quand on a cassé un peu et finalement transformé plus ou moins en ghetto, le mot est un peu fort, mais c'est un peu ça, certains centres-villes, pour revenir en arrière, il faut vraiment des opérations très concertées. Nous, au niveau de la FOC, on souhaite que
tant que c'est possible, c'est-à-dire que si il est possible de monter des opérations mixtes et que des bailleurs sociaux prennent une part de ces logements-là, à condition bien entendu qu'il y ait eu suffisamment d'aides, subventions, prêts, etc., dans les opérations cœur de ville ou opérations de revitalisation du territoire, que ça ne soit pas que des promoteurs privés, mais qu'il y ait aussi une part pour les promoteurs du logement social via des opérations mixtes. Mais en tant que représentant des consommateurs et des locataires, parce que là, il y a des vrais sujets aussi de consommation, c'est des opérations, de notre point de vue, mais on voit que point de vue des bailleurs aussi, compliquées à mener, mais qui seront passionnantes. Compliquées, oui, et passionnantes, mais et gardez le micro. Est-ce que vous avez... Là, ici, on a finalement que des intervenants tout à fait haut de gamme qui nous racontent, qui font des choses formidables. Est-ce que vous pensez qu'ils sont représentatifs des bailleurs sociaux aujourd'hui? Est-ce que vous pensez finalement que ces problématiques de lien social, ces problématiques, tout ça, elles sont dans la tête de tous les bailleurs? Franchement, bon, comme dans toute corporation, il y aura toujours des exceptions, mais je pense que de plus en plus, il y a eu une vraie prise de conscience qu'on a soit commis des erreurs, soit à un moment donné fait ce qu'il fallait, mais délocalisation, relocalisation des zones qui deviennent des zones où il n'y a plus de besoin de logement. Bon, tout ça, d'accord, on recommettra sûrement des erreurs, mais il y a une vraie prise de conscience qu'il ne s'agit pas de construire, on n'est pas dans l'après-guerre où il y a eu vraiment des besoins de construction de masse. Maintenant, il faut effectivement construire en mettant toutes les chances de son côté. Les financements, on le voit, sont de plus en plus rares pour les bailleurs. Les besoins des locataires sont de plus en plus prégnants et pas qu'en zone très tendue. Parce qu'on a aussi, nous, on s'occupe aussi du secteur privé du logement et il y a des besoins aussi qui sont énormes et il y a des vrais besoins de travailler ensemble avec les locataires d'un côté, les bailleurs de l'autre, les collectivités locales et tous ceux qui sont là aussi, les entrepreneurs, parce qu'il faut de l'activité économique. On ne va pas construire non plus quelque chose où de toute façon personne ne travaillera, où la première zone d'attraction économique elle est 100 km plus loin. Laurent Laurillard, je voyais faire oui avec la tête, c'est le village des bisounours, là tout le monde pousse dans la même direction. Non, c'est pas ça, mais c'est vrai que les pouvoirs publics nous jugent souvent à l'aune de la construction et de la pierre. Absolument. Et c'est beaucoup plus difficile de vous demande de faire du chiffre, quoi, finalement. Oui, du chiffre, oui. C'est du quantitatif, du chiffre et de préférence dans le territoire tendu, mais je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas revenir sur ça. C'est beaucoup plus difficile d'objectiver ce qu'on fait dans les quartiers au quotidien, dans nos immeubles. Ça, on ne peut pas le contractualiser, c'est difficile à mesurer. Et pourtant, c'est ça notre quotidien, et c'est pour ça qu'on se lève le matin. Ce n'est pas pour la construction, c'est bien pour ça. Et de plus en plus, les bailleurs ont conscience de la fragilité de leur modèle. On nous l'a rappelé ces dernières années. Et on sent que ce modèle, on peut le protéger si on réaffirme son utilité sociale. Et son utilité sociale, c'est aussi à travers les actions de vivre ensemble. Et donc c'est ça aujourd'hui qui nous guide. Je profite d'avoir le micro pour indiquer qu'il y a un deuxième aspect sur lequel on est attendu, on ne l'a pas évoqué, c'est tout ce qui est logement privé. On l'a un peu évoqué sur effectivement les cœurs de ville, où il s'agit de venir au secours de villes qui sont un petit peu en difficulté, de villes moyennes qu'il faut donc requalifier. Mais il y a toutes les copropriétés dégradées, c'est extrêmement complexe à gérer. Le logement privé n'est absolument pas en capacité de traiter ce problème. Alors je vois Sophie Lafenêtre là qui acquiesce là. Ouais. Et les collectivités sont souvent démunies du fait d'un manque d'opérateurs d'envergure pour traiter ces problèmes qui sont complexes, qui sont techniques, économiques, sociaux. Et nous avons là aussi en charge, et certains d'entre nous le font de plus en plus, de devenir des portages d'opérations de copropriété en difficulté pour que le logement social affirme aussi son utilité sur le logement privé. Et pour dire au pouvoir public, voilà, nous sommes utiles là-dessus aussi. Patrice Roch, même question, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les bailleurs ont cette foi chevillée au corps, qu'ils doivent faire autre chose que du chiffre et ils doivent reconstruire du lien social? Oui, je pense que ça serait bien qu'on arrête de nous taper dessus. Ça fait 2 ans quand même qu'on en prend plein la figure, alors qu'on fait un travail formidable. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux, mais il faut regarder que 17% des résidences principales en France sont des bailleurs sociaux, qu'on est bien organisé, qu'on fait beaucoup plus que tout ce que fait le privé. Moi, j'ai la chance d'habiter dans un bel immeuble à Paris,
Mais j'ai pas un extranet locataire, une lettre par mois, un camion qui vient faire de la prévention incendie, de la prévention sur les punaises, je ramasse pas les encombrants 2 fois par semaine, j'ai pas un compteur d'eau individualisé, j'ai pas tout ça. Et pourtant, moi, bailleur social, je fais tout ça. Et donc, il faut qu'on arrête de taper sur les bailleurs sociaux et qu'on demande au privé de faire aussi les efforts qui sont nécessaires. Voilà. Et il n'y a pas que des copropriétés dégradées, il n'y a pas que de l'habitat insalubre, il y a aussi des grandes foncières qui gèrent énormément de logements. Et j'aimerais bien qu'on leur demande des comptes aussi sur la façon dont ils font ou ils ne font pas la ville, où ils vont construire ou pas construire dans des zones où il ne faut pas aller, et où ils font du développement durable, voilà, ou pas. Voilà. Céline Dourdan ? Oui, ce qui est assez intéressant aussi, moi j'ai été étonnée quand on voyait dans sa formation les Gilets jaunes qui disaient voilà, moi j'ai un problème je m'en sors plus, j'ai plus assez de ressources. Donc ça c'est un point important. Et pour répondre à ce qui a été dit, finalement l'État a vraiment besoin de nous. Nous avons des logements accessibles, bas loyer, nous faisons de l'accession sociale. Nous commençons, nous aussi, à rentrer dans les copropriétés dégradées et quelque part, on a un formidable outil. Il faut absolument qu'on nous donne les moyens et la ponction d'1,5 milliard qui a fait très mal aux bailleurs parce que notre autofinancement s'écroule. Alors on est inventif, on va inventer, on va faire de la vente HLM, on écoute ce qu'on nous dit à chaque fois. Finalement, on est très bien éduqués. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous amène dans un chemin et on y va. Mais là, la mutation, elle est sévère. Et ce qui est bête, c'est qu'il ne faudrait pas qu'à cause de ça, on soit moins bon sur la qualité de service, sur l'entretien courant. Parce qu'en fait, souvent, les locataires, moi je vois dans les quartiers, ils me disent, bon, oui, on fait du beau, on fait des réhabilitations, mais le plus important pour eux, finalement, c'est quoi? C'est la tranquillité résidentielle, la propreté, la bonne gestion, voilà. Et il ne faudrait pas qu'avec les baisses de ressources, on diminue finalement nos frais de gestion, qu'on ait moins de gardiens de proximité. Parce que si l'État continue, à un moment donné, il y aura une limite. Et on va devenir mauvais gestionnaire, non pas parce qu'on va être mauvais gestionnaire, mais mauvais gestionnaire parce qu'on nous y oblige. Et ça, je pense que nous, on ne s'est pas rebellé. En fait, pas beaucoup, un petit peu, mais l'État doit se rendre compte que s'ils ne veulent pas de nouveaux effets de gilets jaunes, je pense qu'il faut qu'ils comptent sur nous, bailleurs sociaux. On a un véritable rôle et on a un atout, je pense, pour la mutation de la société. François Schmitt ? Oui, en tant que représentant des locataires, ce discours-là, moi je le soutiens parce qu'effectivement, le service à rendre aux locataires, c'est maintenant aussi important qu'effectivement qu'à un moment donné la qualité à la mise quand on l'a mis en service d'un logement et le vieillissement qui est de plus en plus accéléré de la population locataire du logement social qui est encore plus important en zone détendue qu'en zone tendue va vers un effort accru sur la qualité de service parce qu'on sait très bien et tous les décideurs politiques le savent, le maintien à domicile des locataires âgés dans le logement social coûte bien moins cher à la collectivité que de l'envoyer en EHPAD, c'est évident. Donc il faut absolument y aller. Mesdames, messieurs, on arrive au terme de notre débat. Il nous reste 3 minutes 30, ce qui veut dire que comme vous êtes 7, ça fait 30 secondes par personne, parce que vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Il me reste la dernière question que je sors de ma poche. Je vous donne à tous une baguette magique. Vous avez la possibilité de changer une chose, de améliorer une chose. Comment est-ce que vous l'utilisez? Vous avez droit à 10 secondes de réflexion. Alors, qui est-ce qui se lance? Ah, vous n'en voulez pas de ma baguette magique? Ah, Pascal Barbotin. Non, mais il n'y a pas de baguette magique. Hein. Ça n'existe pas. Et je crois que c'est une très bonne question de journaliste. Hein. Oui, ça. Ça veut dire, dans le langage courant, c'est vraiment une question à la con. Mais effectivement, on l'a résumé là dans les derniers échanges. En fait, on est dans une situation où, ce matin, je crois que le ministre a parlé de modèle universel, donc il faudrait tout faire. On s'impose nous-mêmes d'agir, et ça c'est peut-être l'effet magique, c'est qu'on se fixe des objectifs au-delà de la production, au-delà des grands sujets dont on a parlé, et notamment sur tout ce qui est d'inventer un modèle nouveau d'accompagnement des locataires, etc., avec eux. Mais il n'empêche qu'il faudrait nous simplifier la vie. Coup de baguette magique. Vous simplifiez la vie. Laurent Lorillard.
C'est assez proche hein, finalement sur la conclusion, mais nos territoires ne se ressemblent pas. Dans les territoires détendus, il n'y a souvent plus que 2 bailleurs sur un département. 2 dans le Cher, 2 dans l'Indre, 3 dans le Loir-et-Cher, 1 dans la Creuse. Et quand on fait une réunion avec les pouvoirs publics, on a l'État, le conseil régional, le département, l'agglomération, le comité de communes, la commune. Ils sont plus nombreux que les bailleurs eux-mêmes. Sur d'autres territoires, je me tourne vers mon voisin de droite, je pense que vous êtes un peu plus nombreux autour de la table quand il y a une réunion avec l'État et les collectivités. 54. Les territoires ne se ressemblent pas et donc il faut respecter ces différences du territoire et expérimenter localement des choses qui sont spécifiques et qui correspondent aux habitants de ces territoires. Patrice Roch. Ouais, je pense que si on nous aidait, il faudrait qu'on fasse une petite réforme de notre modèle économique où plutôt que de nous enlever de l'argent, on nous exonère davantage. Retour à la TVA 5,5 ou moins. On nous exonère de TFPB et avec l'argent des logements qu'on va construire, de la TVA qu'on va payer, on finance l'exonération de TFPB dans les villes. Aujourd'hui, moi, 18%, c'est la TFPB dans mes comptes. 18% en Seine-Saint-Denis, parce qu'on est un département les plus pauvres, et donc du coup, la TFPB est très élevée. Et je pense qu'en construisant beaucoup plus, on résoudrait les problèmes de logement des autres, des gens, on jouerait notre rôle de protecteur et de bouclier social, on éviterait les crises comme les gilets jaunes, on pourrait déployer les services, mais pour ça, il faut faire l'inverse de la politique qui a été faite. Plutôt que de nous prendre l'argent, il faut nous donner davantage d'exonération. On fait un métier formidable. On génère nous-mêmes notre propre revenu. C'est quand même incroyable. Quelle entreprise peut dire ça? Nous, on met des locataires dans les logements, ça génère des revenus et ça autofinance. Faisons-nous confiance, laissons-nous bosser et les choses vont bien se passer. Céline Dourdan. Alors moi, s'il y avait une seule chose, je sais. Notre ADN, nous, c'est le parcours résidentiel. Hein. On fait du locatif, mais beaucoup d'accession aussi. La construction de maisons, l'accession en PSLA, en VFA. Moi, je demanderais le rétablissement de l'APL accession. Parce qu'avant, quand j'avais l'appel accession, j'ai une opération qu'on a menée et qu'on va livrer dans pas très longtemps, à Ris-sur-Rangis. J'arrivais à vendre en PSLA TVA 5,5 à des locataires de mon parc social et la mensualité de prêt était la même que le loyer. Donc ça refluidifiait, ça permettait de libérer des logements, donc quelque part indirectement, c'est comme si on construisait du logement locatif. Ça donne une fierté à nos locataires de devenir propriétaires. Moi, je demande une seule chose, c'est l'appel accession. Et d'ailleurs, ça fera du bien à tout le monde, en maison, les promoteurs, juste ça. C'est pas grand-chose et on va créer de la richesse et on va rendre des locataires heureux. Sophie Lafnêtre. Pour construire du logement, on en prend entre 2 à 4 ans, voire 5 ans. Il faut trouver le terrain, faire le permis, monter l'opération. Quand vous gérez des logements, vous en prenez pour la gestion pour 30, 40, 50 ans. Voilà. Donc moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est à un moment fixer un cap pluriannuel, faire les arbitrages qui vont bien et s'y tenir. Parce que, comme dans le monde privé, ce qui est compliqué, ce sont les changements de modalités et quelque part de doctrine tous les ans. En fait. Et ce manque de visibilité fait qu'on n'arrive pas à proposer un nouveau modèle quand tous les ans, les règles changent. Voilà. Et c'est pareil dans le monde des EPF, je vous rassure, parce que nous, le prochain PLF arrive. Donc, mais voilà, de la stabilité, un cap, mais sur du pluriannuel, parce qu'on touche à une matière, ça ne s'arrête pas, ça s'arrête pas sur une année ou sur 6 mois. François Schmitt. Oui, c'est bien de pouvoir rêver et d'avoir le droit d'utiliser une baguette magique. Moi, je dirais... c'est oui. Oui, ouais. non, mais bien sûr. Là, on a je dirais... rendons possible ce que d'aucuns essayent de nous faire croire qui est plus possible. C'est par exemple le modèle du logement social à la française, mixité sociale, parcours résidentiel, puisqu'on rêve ce qu'on a détruit petit à petit. Essayons tous de le reconstruire. Et pour le reconstruire, plusieurs choses. Le pragmatisme, c'est-à-dire qu'il faut que tous les acteurs, on l'a dit, bailleurs, collectivités locales, financeurs, bien évidemment, sans oublier l'expertise d'usage des locataires, mais aussi de ceux qui sont en attente de pouvoir rentrer dans le logement social. Les deux sait que ça peut prendre une décennie en zone très tendue. Et puis, je dirais, pour que tout ça fonctionne, mais il faut aussi du courage politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'État accepte de se réengager financièrement, parce qu'il est là aussi pour assurer j'allais pas dire uniformité, mais d'éviter des fractures territoriales et de faire en sorte que des territoires qui ont moins de chances, moins d'atouts au départ, puissent être aidés différemment de ceux qui ont plus de chances de s'en sortir tout seuls. Muriel Boulmier.
Votre dernière baguette, la dernière baguette magique de l'après-midi? Moi, j'aimerais qu'on puisse sortir des injonctions paradoxales. C'est-à-dire nous demander de la transparence quand, par construction réglementaire, il n'y a pas plus complexe que le monde du logement social. Je souhaiterais aussi que, toujours dans cette injonction paradoxale, que nous sortions de ce monde de suspicion permanente alors qu'on nous demande d'innover, de faire plus, etc. Et je voudrais aussi rappeler que nous aussi, nous sommes des êtres humains, que nous sommes incarnés, que je ne suis pas sûre que nous tombions par hasard dans les métiers que nous faisons, que nous les aimons, que nous nous engageons et que nous aussi, nous pouvons souffrir d'une suspicion dès lors qu'elle nous entoure. Merci à vous. Merci à vous. 7 applaudissements pour les participants à cette table ronde.